Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. L'interview politique s'est fait, la liste a été déposée au ministère de l'Intérieur. Le président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, est lui aussi donc officiellement désormais candidat aux élections européennes. Bonsoir François Asselineau. Bonsoir et merci de m'avoir invité. Vous êtes régulièrement candidat à toutes les élections, François Asselineau. Ça fait quelques années que on vous voit dans le paysage politique. En tout cas, dès que vous pouvez, vous prenez le Frexit, donc une sortie de l'Union européenne avec un abandon de l'euro et le retour au franc, ce qui a été longtemps une idée de Marine Le Pen qui a changé d'avis là-dessus. J'ai une question très indiscrète d'abord à vous poser, François Asselineau. Qu'est-ce qui vous finance ? Eh bien, le peuple français, tout simplement. C'est-à-dire que là, pour ces élections, nous avons lancé une collecte au 1er décembre et là, nous avons les 2/3. On a collecté plus de 900 000 euros uniquement auprès des Français sous forme d'adhésion ou de dons. Nous avons 0 € d'emprunt bancaire et nous y tenons depuis le début. Donc c'est pas un grand mécène qui vous finance, ce sont des petites... Vous savez que c'est interdit en plus. Donc il y a quand même des lois de financement. Donc de toute façon, le maximum c'est 7 500 € par personne et par an. Et vous êtes conscient du fait que tout cet argent qui va vous être donné va récolter sans doute un petit pourcentage aux élections européennes? Écoutez, nous verrons bien parce que les pourcentages... Non, ça fait 15 ans que vous dites on verra bien et puis finalement vous avez toujours entre 1 et 3%. Non, mais Nigel Farage qui est à l'origine du Brexit avait créé un parti qui s'appelait le UKIP et il a mis 15 à 16 ans avant de percer. Ben nous ça fait 17 ans donc on est dans les temps. Donc non parce que... Vous êtes optimiste? Mais écoutez, il le faut parce que créer un parti ex nihilo à partir de rien, ça veut dire quand même qu'il faut quasiment une génération. Nigel Farage qui avait créé le UKIP a obtenu dans les années 1986 a obtenu en fait le référendum sur le Brexit en 2016, 30 ans après. Hein. Donc ça nécessite du temps parce que on va à l'encontre de tout ce qui a été dit aux populations pendant des années, donc effectivement, les gens ont besoin de comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, les Français voudraient un Frexit? Mais écoutez, moi je vois qu'il y a un sondage qui est sorti, je crois, dans Ouest France aujourd'hui même, et qui montre que jamais le soutien à la construction européenne n'a été aussi chiche. Il n'y a que 25% des Français qui ont confiance et qui sont optimistes pour l'avenir de l'Union européenne. Et vous avez 59% des Français qui sont soit en colère, soit extrêmement inquiets. Donc ça veut dire qu'il y a en effet un vrai sujet qui est sur la table. D'ailleurs, Gabriel Attal, là pour le coup, je suis d'accord avec lui, c'est effectivement un référendum pour ou contre l'Union européenne. Le problème qu'il y a, il parle du Rassemblement national, c'est-à-dire que lui, il tire sur le concurrent numéro 1, qui est la liste de Jordan Bardella, qui est à 32% dans les sondages, et il dit que le RN avait une méthode pour sortir de l'Union européenne. En fait, le Rassemblement national, c'est l'organisation méthodique de la sortie de l'Union européenne. Oui, parce qu'il est très important. Nous l'appelons un faux opposant, le Rassemblement national, parce que M. Bardella, comme d'ailleurs Mme Maréchal, ne propose absolument pas le Frexit. Il propose de rester dans l'Union européenne et de le changer de l'intérieur, mais ça fait depuis 1957 qu'il y a des mouvements qui se succèdent pour dire la même chose. Mais c'est possible de le faire ou pas, ça? Non, de le changer de l'intérieur. Vous qui connaissez les institutions, vous avez été dans de nombreuses institutions, vous connaissez les institutions, est-ce que c'est possible de changer l'Europe de l'intérieur? Écoutez, pour changer l'Europe, il faut changer les traités. Pour changer les traités, il faut l'accord de 27 gouvernements pour un nouveau texte, ce qui est quasiment impossible à obtenir. Et après, il faut la ratification de 27 parlements nationaux ou référendum. Mais si on quitte l'Europe, comme vous le proposez, on abandonne tous ces traités. Alors, c'est pas si simple que ça. Il faut négocier 2 ans de sortie. Et puis ensuite, on peut garder certains éléments et puis d'autres avec lesquels que l'on abandonne. L'idée du Frexit, c'est de récupérer les manettes. C'est-à-dire que ce seront les Français qui décideront de leur avenir collectif. C'est rendre aux Français leur liberté, en définitive. Et du coup, Ursula von der Leyen ou Mario Draghi? Alors là, on parle d'un sujet un peu technique pour les auditeurs, et il est question fortement dans les couloirs de Bruxelles de remplacer Mme von der Leyen, la présidente de la Commission, qui elle a beaucoup de pouvoir, par monsieur Draghi, Mario Draghi, voilà, qui a été président de la Banque Centrale Européenne. Et qui a été président du Conseil en Italie. Et qui a été président du Conseil en Italie, sans d'ailleurs jamais avoir été élu par qui que ce soit, au passage, puisqu'il a été nommé, sénateur à vie par le président Mattarella. Alors ce qui est très important, si vous voulez, je vous remercie de poser cette question, c'est que il est très important de comprendre que les sujets les plus graves ne sont pas traités dans les médias en ce moment, et notamment dans ces grands débats. Pourquoi je dis ça? Vous allez nous faire peur, François Asselineau. Oui, parce que Mario Draghi, il a dit que s'il était président de la Commission européenne, il pousserait son projet de transformer l'Union européenne en un État. Or, si l'Union européenne devient un État, ça veut dire que la France devient un État fédéré, comme la Californie, l'Alabama ou le Texas. Mais ça n'a jamais fonctionné, l'Europe fédérale. C'est ce qu'il propose. C'est ce qu'il propose. Et d'ailleurs, il a comme slogan une Europe puissance, ce qui est exactement le slogan qui a été repris par Macron dans son discours de la Sorbonne. Mais il faut bien que les Français comprennent que si on devient un État fédéré, eh bien on quitte l'ONU.
Parce qu'il n'y a pas un siège, par exemple, pour l'Alabama ou le Texas. Donc on quitte l'ONU, comme d'ailleurs l'Italie, etc. Nous perdons notre siège au Conseil de sécurité. Nous perdons ce que De Gaulle nous avait obtenu, c'est-à-dire un siège de grande puissance avec droit de veto. C'est un changement considérable. Deuxièmement, il n'y a pas des armes nucléaires qui sont dans le Nebraska ou dans le Dakota du Nord. Les armes nucléaires américaines, c'est l'ensemble de la fédération. Ça veut dire que la France perdra son armement nucléaire, devra le mutualiser au niveau européen. Tiens donc, c'est exactement justement ce que propose monsieur Macron. Et puis la troisième conséquence terrible de ça, c'est que à partir du moment où la France n'aurait plus de siège à l'ONU, ne serait plus une grande puissance, plus de droit de veto, n'a plus de monnaie, c'est une monnaie gérée par la Banque Centrale Européenne, et n'a plus d'armée, ou une armée mutualisée, elle devient un peu un canton comme un canton helvétique qui peut être charcuté, comme a été charcuté le canton de Berne en 1979 avec la création du canton du Jura. Ça veut dire qu'à terme, on peut très bien imaginer que la collectivité européenne d'Alsace, qui a été faite dans le dos des Français par Macron, devienne un nouvel État fédéré et que la France perde l'Alsace. Et puis pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Vous avez vu que monsieur Macron, par exemple, propose de réformer, de changer le statut de la Corse. Personne ne le demande. Est-ce que vous savez qu'il va y avoir en septembre un référendum dans le département des Pyrénées-Orientales pour changer le nom, pour l'appeler l'appeler pays catalan? Ça correspond au projet d'avoir un nouvel État qui s'appellerait la Catalogne, qui mordrait, qui reprendrait le département des Pyrénées-Orientales, qui a été rattaché, comme vous le savez certainement, à la France par le traité des Pyrénées de 1666. Ça veut donc dire qu'il y a un projet subreptice que personne ne dit aux Français, qui consiste à mettre un terme à l'histoire de France. Excusez du peu. Donc on est tous dans le brouillard là. Oui, mais c'est un sujet. On est tous dans le brouillard et là, on est en train de casser d'une certaine manière l'identité de la France. C'est exactement ça. Donc ça, c'est l'un des premiers. Et c'est pour ça qu'il faut voter Asselineau. Voilà. Et c'est un des premiers grands sujets. Et il y a un deuxième grand sujet dont personne ne parle, c'est l'élargissement. C'est qu'il y a actuellement dans les couloirs, si vous voulez, de Bruxelles, il y a 9 États qui sont prévus pour adhérer à l'Union européenne. Je les cite par ordre chronologique: la Turquie, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, l'Albanie, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie. Voilà. Et la Géorgie. Ça fait 9 États, il y en a même 2 autres supplémentaires, le Kosovo et l'Arménie, qui sont demandeurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte ce qui se passerait si on passait de l'Europe à 27, qui déjà ne marche pas, à une Europe à 36. Et est-ce que vous vous rendez compte des dizaines de milliards d'euros de ponctions que ça représente sur le peuple français et sur notre niveau de vie? Parce qu'il faut bien comprendre que si on fait entrer tous ces pays avec un niveau de vie très faible, ça veut dire l'affaiblissement, l'effondrement du pouvoir d'achat des Français, d'ailleurs, qui a commencé. Merci beaucoup François Asselineau d'avoir présenté vos idées, et je signale donc que vous êtes officiellement maintenant candidat à l'élection européenne, 29h39. Europe 1 Soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.